Bon, ça y est les frères, on est déjà à 2 jours du début de la compétition de football des Jeux Olympiques. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi personnellement, j'attends ça avec impatience. Vraiment, c'est une compétition qui m'a toujours intéressé, cette compétition de football dans les JO. Parce que premièrement, pour être honnête avec vous, en été, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent en termes de football. Moi personnellement, les matchs amicaux de clubs pendant la pré-saison, ça m'intéresse pas tant que ça. C'est rarement des matchs où il y a des vrais enseignements à tirer. La plupart du temps, voilà, les joueurs que tu vois performer dans les matchs de pré-saison, pendant que la saison commence, tu les vois quasiment pas jouer. C'est souvent comme ça, mais bref. Tout ça pour vous dire que, voilà, quand tu as l'occasion, justement, en plein été, au moment où tu vois que la plupart des joueurs sont au repos, de voir un peu de football, c'est vraiment toujours intéressant. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec les JO, c'est cette fameuse règle, justement, de mettre des joueurs de plus de 23 ans. On va pas se mentir, c'est une règle qui est exceptionnelle. Parce qu'en même temps, tu suis une compétition de jeunes où il y a des joueurs de jeunes de moins de 23 ans qui jouent la compétition, et ça c'est intéressant déjà de base. Mais ça rajoute bien sûr beaucoup d'intérêt quand tu sais que tu as des joueurs de plus de 23 ans, des joueurs pros, des joueurs confirmés, des grandes stars internationales, des joueurs que tu as l'habitude de voir en équipe nationale, des joueurs que tu sais que c'est des grands joueurs tout simplement, des joueurs qui sont très bons, mais qui n'ont pas forcément la possibilité de jouer avec leur équipe A. Je pense par exemple à la Lacazette avec l'équipe de France par exemple. Donc c'est ce qui rend, pour moi, vraiment cette compétition hyper intéressante. D'ailleurs, je vous dis la vérité, pour moi, cette règle elle fait que ça rend les JO, ou la compétition de football des JO, beaucoup plus intéressante qu'une Coupe du Monde U20 par exemple. Pourtant, c'est plus ou moins les joueurs du même âge, mais voilà, le fait que tu aies ces joueurs de plus de 23 ans, pour moi, je vous dis, ça rajoute vraiment une plus-value. Ça rajoute vraiment une hype. Je prends par exemple l'équipe du Maroc, tu as la possibilité de voir certains joueurs, voilà, que tu as l'habitude de voir en équipe nationale. Je pense par exemple à Hakimi, je pense par exemple à Ben Seguir, même si c'est vrai que pour Ben Seguir, dans tous les cas, il aurait quand même eu la possibilité de jouer vu qu'il n'a pas encore 23 ans. Pareil pour l'Argentine, tu as la possibilité de voir un Alvarez qui sera sûrement titulaire, lui qui n'a pas toujours l'habitude d'être titulaire avec cette équipe d'Argentine. Pareil, je vous ai parlé de l'équipe de France, voilà, comme des joueurs comme Lacazette qui ont pu être convoqués depuis très longtemps, des joueurs comme Michael Olise ou des joueurs comme ça comme Akliouche qui n'ont pas encore fait leur choix de nationalité, qui sont là, qui sont porte, on va dire, de l'équipe de France. Et bien sûr, il y a aussi cette équipe d'Espagne qui a tellement de très bons jeunes joueurs qui ne pouvaient pas tous les convoquer à l'Euro, ou en tout cas qui ne pouvaient pas tous les faire jouer à l'Euro. Comme par exemple pour Koubarsi qui n'a même pas été convoqué, ou pour des Fermin Lopez ou des Alex Baena qui ont joué très peu de minutes dans cette compétition, dans cet Euro 2024 qui vient de se terminer. Donc c'est pour vous dire à quel point vraiment, dans ces JO, dans cette compétition de football, on va vraiment voir beaucoup de joueurs de qualité sur le terrain. Et c'est pour ça justement que je vais faire cette vidéo, pour vous dire, pour moi, justement, qui a le plus de chances de gagner ces Jeux Olympiques. Entre, voilà, je vous ai dit, l'Espagne qui a de la qualité avec énormément de jeunes joueurs, entre l'équipe de France qui joue à domicile et qui a aussi des très bons joueurs, entre l'Argentine qui gagne tout, qui rafle tout en ce moment, et certains outsiders dont on va revenir bien sûr, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et pour commencer avec la première place, je pense que là, il n'y a aucun suspense. Bien sûr que la France est largement favorite. Je pense que la France a toutes les chances de finir première de ce groupe. C'est non seulement le favori de ce groupe A, mais c'est surtout l'un des favoris pour cette compétition. Par contre, là où ça risque d'être un peu plus serré, c'est sur cette deuxième place. À cette deuxième place, je pense que ça va vraiment se disputer entre les États-Unis, bien sûr. Comme on sait, les États-Unis, c'est une équipe qui progresse énormément d'année en année au niveau du football, en fait, tout simplement, au niveau du vrai football, du soccer, comme ils disent. Mais surtout, ça a toujours été une équipe, et ça a toujours été un pays, une nation, qui mettait énormément sur ces jeunes. C'est des jeunes qui sont très sportifs. On sait que le sport a une importance capitale dans ce pays-là. Et c'est pour ça que souvent, voilà, ils sont pas du tout mauvais dans ces compétitions-là, comme les JO, ou surtout comme dans les compétitions de jeunes internationales. Mais pour moi, la Guinée, vraiment, je pense qu'ils peuvent faire très mal dans ce groupe et je pense qu'ils peuvent finir deuxième. On va pas se mentir, les Guinéens, ils viennent juste de sortir d'une victoire contre l'Argentine quand même. Alors, est-ce que les Argentins étaient à 100%? Je pense que certains joueurs comme Alvarez n'avaient pas encore rejoint la sélection à ce moment-là, vu que ces joueurs-là étaient présents avec cette équipe d'Argentine pour la Copa América. Mais honnêtement, les gars, ça n'empêche pas que gagner contre une équipe d'Argentine, U23 au pays 23, ça reste toujours un exploit retentissant. En plus de ça, cette équipe guinéenne, c'est une équipe très solide. C'est une équipe qui encaisse rarement beaucoup de buts. Sur les 6 derniers matchs qu'ils font, il n'y a qu'une seule fois où ils t'encaissent plus d'un but. C'était sur la dernière CAN contre le Maroc, justement. Le Maroc, il joue à domicile. Mais même malgré ça, voilà, c'était un match qui était, je me rappelle, pas du tout facile
contre cette équipe guinéenne. Et en plus, et j'ai même envie de vous dire surtout, cette équipe guinéenne, les gars, elle sera loin d'être ridicule. Je vous le dis, les joueurs qu'ils ont pris, c'est pas n'importe qui. Hein. Ils t'ont pris vraiment des joueurs de qualité. Ils t'ont ramené des Moriba, ancien joueur du Barça, Naby Keita, bien sûr, ancien joueur de Liverpool, Agibou Camara qui t'a fait une très belle CAN. Bref, il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe qui ont fait cette très belle CAN en 2024 et qui viennent de battre l'Algérie il n'y a pas plus tard que 2 mois d'ici. Donc c'est pour vous dire à quel point, voilà, ils vont pas aller en touriste visiter Paris, visiter la France, les gars. Hein. Clairement, on parle d'une équipe vraiment très cohérente. Et en plus, ils seront amenés par un Kaba Diawara qui a montré pendant cette dernière CAN qu'il avait de l'expérience, qu'il a montré encore une fois dans ce match contre l'Algérie qu'il pouvait faire face aux grosses nations et qui peut faire face à l'adversité. Moi, j'ai beaucoup aimé justement le discours qu'il a pu avoir à la mi-temps du match de la Guinée contre le Cameroun, sur le premier match de la dernière CAN, où il a su vraiment remobiliser ses joueurs, et ils ont su aller chercher ce match nul, malgré le fait qu'ils étaient à 10 contre 11, malgré le fait qu'ils avaient perdu Kamano sur cette première rencontre. Donc c'est pour vous dire, les gars, je pense que cette Guinée, pour moi, elle va passer avec la France, et j'ai même envie de vous dire que s'il y a bien un match à pas rater, c'est ce France-Guinée. Ce France-Guinée, il ne faudra surtout pas le rater. Je pense d'ailleurs qu'on va même le suivre en live tous ensemble, parce que ça risque d'être un match hyper intéressant à suivre, et je vous dis, les Guinéens peuvent poser beaucoup de difficultés aux Français. On en reparlera bien sûr. Après, pour ce groupe B, les gars, bon, si on doit être objectif, on va essayer d'être le plus objectif possible pour parler de ce groupe-là. On sait que, bien sûr, cette équipe d'Argentine, je vous le dis, je vous le redis, c'est une équipe dont il faudra vraiment se méfier. C'est une équipe qui peut faire très mal dans cette compétition de manière générale, mais qui n'est pas du tout, j'ai envie de vous dire, totalement infranchissable, qui n'est pas non plus imprenable. La qualité des joueurs qui sont dans l'effectif argentin, c'est pas non plus le meilleur effectif de cette CAN. Et pour moi, je vous le dis, peut-être à part en défense, le Maroc n'a pas grand-chose à envier à l'Argentine, donc des U23, je vous dis. Après, voilà, ce qui va vraiment jouer en faveur des Argentins, c'est clairement cette culture de la gagne. Les mecs, ils sont champions du monde. Ils sont double champions de la Copa América. Ils ont fait 3 finales de ces JO sur les 9 dernières années. Donc bien sûr que ça va jouer en leur faveur. Cette expérience-là, elle va jouer énormément à leur faveur. Avec un Mascherano qui a aussi l'expérience du haut niveau, qui pourra vraiment amener ces joueurs-là à les transcender. Et ça, je pense que c'est ce qui fait que pour moi, les Argentins sont favoris pour finir premier de ce groupe. Mais malgré tout, je vois le Maroc finir deuxième. Ça, je suis totalement honnête avec vous. Pour moi, le Maroc a toutes les possibilités pour finir deuxième. Et j'ai même envie de vous dire deuxième minimum, les gars. Minimum. Parce que pour moi, cette première place, elle n'est pas impossible à aller chercher. Honnêtement, encore une fois, je vous dis, la Guinée vient de battre l'Argentine, donc pourquoi pas le Maroc? Avec tout le respect qu'on a pour cette équipe de Guinée, bien sûr. Je dis pas que c'est une mauvaise équipe. Bien au contraire, je vous ai dit tout l'inverse là, justement. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que si une équipe de Guinée qui a fini 4ème de la dernière CAN a réussi à battre l'Argentine, bien sûr que, pour moi, le Maroc qui a gagné la dernière CAN U23 a toutes les possibilités de le faire aussi. Donc c'est pour ça, je vous dis deuxième minimum. Après, pour ce qui est du groupe C, pour moi, l'Espagne est largement favori. Ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Vraiment, cette équipe d'Espagne a non seulement beaucoup de qualité, mais surtout, on se rend compte que cette équipe d'Espagne, et dans la culture espagnole de manière générale, on voit qu'il y a cette confiance qui se fait chez les jeunes très très tôt. Quand on regarde justement dans le championnat espagnol, ça choque pas de voir des joueurs de 17, 18, 19 ans jouer sans problème, titulaires indiscutables dans leur club. On prend un Kubarsi par exemple, qui a fini titulaire indiscutable dans une équipe du Barça, et qui a joué un quart de finale de Ligue des Champions. Donc au bout d'un moment, c'est là où on se rend compte que voilà, il y a beaucoup d'exemples comme ça, et c'est des joueurs qui ont l'habitude du haut niveau, contrairement à beaucoup justement de jeunes joueurs dans cette compétition, qui n'ont pas forcément toujours l'habitude d'être titulaires indiscutables avec leur club, qui sont plutôt voilà, des remplaçants, des petits réservistes dans leur club respectif, alors qu'en Espagne, c'est rarement le cas pour les joueurs qui sont convoqués. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils n'ont même pas forcément eu besoin de prendre beaucoup de joueurs très âgés. C'est l'équipe la plus jeune, paradoxalement, de ces Jeux Olympiques. Ils ont pris que 2 joueurs seulement de plus de 23 ans, et c'est 2 joueurs de 24 ans. Donc c'est pour vous dire à quel point, les gars, voilà, les Espagnols n'auront aucun problème à s'adapter justement avec cette contrainte de l'âge, vu qu'au contraire, certains de ces joueurs-là, qui ont moins de 23 ans, auraient pu être titulaires, voire aller à la limite dans la rotation de cette équipe d'Espagne qui a gagné l'Euro. Après, avec cette équipe d'Espagne, pour moi, l'équipe qui a le plus de chances de finir deuxième de ce groupe, franchement, c'est l'Égypte. Alors, c'est des jeunes qu'on connaît un petit peu moins, qu'on connaît même beaucoup moins, c'est une équipe qu'on connaît très peu,
Même si, voilà, ils ont ramené 2-3 joueurs d'expérience, bien sûr, comme El Neni, comme Mohamed Zizo, qui vont apporter beaucoup, je pense, à ces jeunes-là. Mais de manière générale, et ça, on l'a bien vu sur la dernière CAN U23 et on le voit à chaque fois, cette équipe d'Égypte, que ce soit chez les jeunes, que ce soit chez l'équipe A, peu importe, il y a aussi cette culture de la gagne. Il y a toujours ce petit vice pour pouvoir voilà, gagner des matchs, pour pouvoir essayer de sortir et de déstabiliser l'adversaire du match. Et ça, vraiment, ça fait partie de leur culture et c'est ce qui fait leur force. Donc pour moi, vraiment, quand tu rajoutes un petit peu cette qualité qu'ils peuvent avoir à certains postes chez certains joueurs, bien sûr qu'ils ont, pour moi, toute cette possibilité de finir deuxième de ce groupe face à des Ouzbékistanais ou des Dominicains qui n'ont pas forcément grand-chose pour inquiéter cette équipe d'Égypte. Je peux vous dire, d'ailleurs, la République dominicaine, c'est pas du tout un pays de football. Je peux vous le dire pour y avoir été. C'est un pays qui, culturellement, est plus axé sur le baseball que sur le football. Et on a vu récemment, l'équipe de France a gagné 7-1 justement contre cette équipe de République dominicaine. C'est pour vous dire à quel point c'est une équipe qui va pas forcément inquiéter les Égyptiens. Même si, pour le coup, c'est un bel exploit pour les Dominicains de se retrouver qualifiés à ces Jeux Olympiques. Après, pour terminer avec ce groupe D, pour moi, c'est un groupe qui est très ouvert. On a vraiment 3 équipes qui peuvent vraiment prétendre à une qualification, que ce soit le Mali, le Paraguay ou le Japon. C'est 3 équipes avec un niveau qui sont très proches. En plus, on a vraiment 3 équipes, pour le coup, qui n'ont pas fait appel à des joueurs de plus de 23 ans. Et ça, c'est assez rare dans cette compétition. Il y a très peu d'équipes qui ont fait ça. Et là, pour le coup, ça va vraiment être que des jeunes joueurs de moins de 23 ans. Et si je dois mettre une pièce sur une équipe qui serait peut-être supérieure aux autres, à première vue, j'aurais peut-être dit le Mali. Le Mali, parce que franchement, récemment, le Mali, dans les matchs des jeunes comme ça, dans les compétitions des jeunes, ils font très mal. On l'a vu à la Coupe du Monde U17, on l'a vu sur la dernière CAN, c'est l'équipe qui a posé le plus de problèmes au Maroc pour le coup. Ils sont arrivés jusqu'au tir au but contre cette équipe du Maroc qui a été championne en titre un peu plus tard dans la compétition. Donc vraiment, cette équipe malienne, elle est très solide. C'est une équipe vraiment qui a de plus en plus de qualité chez ces jeunes joueurs. Mais le problème avec cette équipe du Mali, c'est que là actuellement, on a un vrai problème. C'est la situation sportive au pays. Avec le conflit entre la fédération et les joueurs et tout ça, c'est ce qui pourrait peut-être perturber la compétition des Maliens. Même si dans tous les cas, je les vois passer deuxième. Peut-être derrière le Japon, justement, avec une équipe japonaise aussi, qui a l'habitude, un petit peu comme pour les Américains, les Japonais aussi ont cette culture du sport, chez les jeunes, chez les plus jeunes. Dans l'aspect scolaire, on voit beaucoup de sport chez les Japonais aussi, et c'est pour ça, c'est ce qui fait que souvent on les voit présents dans les compétitions de jeunes. Et c'est pour ça que pour moi, vraiment, je vois peut-être les Japonais finir premier de ce groupe, qui encore une fois est très ouvert. Du coup maintenant qu'on a toutes les équipes qualifiées, d'ailleurs je vous rappelle que pour les Jeux Olympiques, il n'y a pas de huitième de finale, tu te qualifies directement en quart de finale, et déjà là on a des très belles affiches. On va commencer par le bas. Et on va commencer par cette affiche Japon-Égypte qui est intéressante, vous savez pourquoi ? Parce que c'est deux équipes dans la mentalité qui sont à l'opposé total. On a une équipe, comme je vous disais, d'Égypte, qui a ce vice dans leur culture, dans leur jeu depuis des années. Encore une fois, c'est pas un défaut, hein. C'est pas une insulte de dire ça. Pour moi, au contraire, ça fait partie de leur force, et tant mieux pour eux. Et d'un autre côté, on a des Japonais qui sont un petit peu trop honnêtes, souvent, malheureusement, qui sont un petit peu trop fair-play, qui n'ont pas forcément ce vice qu'ils doivent mettre dans certains matchs pour pouvoir gagner ces matchs. Je me rappellerai toujours, justement, du deuxième but qu'ils se prennent contre la Belgique à la Coupe du Monde 2018. Si ça avait été une équipe comme l'Égypte, mais jamais de la vie, le Japon se serait pris ce but-là. Un but qui vient d'un dégagement de Courtois, dans lequel, si justement, t'as un Japonais qui fait une faute sur Courtois, à la dernière minute, il met un coup de coude, ou qui fait quelque chose comme ça, jamais de la vie, tu peux avoir cette contre-attaque qui donne ce deuxième but à la Belgique. Après, voilà, en tant que Belge, tant mieux, je suis bien content là-dessus. Mais ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. C'est là où je me suis rendu compte que, voilà, cette déontologie, cette éthique des Japonais un petit peu à l'excès, c'est pas juste une légende, et on l'a bien vu dans ce genre de match. Mais voilà, malgré tout, je pense que l'expérience de ce genre de compétition, je pense que l'expérience du football international, pour moi, ça va jouer en faveur du Japon. On sait que les Égyptiens, dès que voilà, ça s'exporte à l'échelle hors continentale, ça devient plus compliqué. Peut-être aussi parce qu'ils peuvent mettre moins facilement leur vice en place comme ils peuvent le faire en Afrique. C'est peut-être aussi pour ça. Mais dans tous les cas, voilà.
je vois cette équipe du Japon passer en demi-finale. Après, pour ce Argentine-Guinée, ça va être intéressant parce que c'est deux équipes qui se sont affrontées il y a quelques semaines d'ici, quelques jours d'ici même, où on a vu une victoire de la Guinée, les gars. Et là, pour le coup, j'ai envie de vous dire vraiment, j'y crois vraiment et je pense vraiment que si la Guinée recroise de nouveau l'Argentine, pour moi, les Guinéens peuvent leur faire très mal. Vraiment, je vous dis, la cohérence du travail qui est proposé en Guinée actuellement, je vous dis, c'est hyper intéressant à voir. Déjà à la CAN, pour moi, j'ai dit que cette équipe de Guinée, c'était l'une des équipes les plus sous-cotées de cette Coupe d'Afrique. Il y en a beaucoup qui étaient un petit peu emballés par le projet, par ce qui était proposé, par l'emballement du côté de la Guinée équatoriale par exemple, mais qui ne se rendaient pas forcément compte du travail vraiment cohérent qui a été proposé par Kaba Diawara et qui est hyper beau à voir. Et pour moi, voilà, je vous dis, je ne serais pas du tout étonné si on voit une équipe guinéenne taper l'Argentine en quart de finale. Pour moi, ça ne me surprendrait pas du tout. Et c'est une possibilité que j'envisage tout à fait. Après, dans ce Espagne-Mali, malheureusement, ça va être difficile d'être autant optimiste pour les Maliens que pour les Guinéens. Là, la diversité, la marche, elle est beaucoup trop haute. Cette équipe d'Espagne, encore une fois, pour moi, c'est clairement un des favoris de la compétition. Et c'est une des équipes les plus armées pour gagner cette compétition-là, contrairement à une équipe du Mali, pour le coup, qui a de la qualité, il n'y a pas de doute là-dessus. Qui est une équipe les plus qualitatives et les plus prometteuses sur le continent africain, là aussi, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais par rapport à l'Espagne, pour moi, il n'y a aucune équipe africaine qui peut vraiment rivaliser. J'espère être surpris dans cette compétition, mais ça va être très compliqué de rivaliser avec les Espagnols là-dessus. C'est pour ça que pour moi, les Espagnols ont le plus de chances de passer. Et on va terminer avec cette affiche France-Maroc. Quand je vous disais que pour moi, le Maroc a des chances de finir minimum deuxième de leur groupe B, j'ai envie de dire, il doit finir plus que deuxième. Parce que si tu finis deuxième pour le coup et que tu t'affrontes la France dès les quarts de finale, ça va être très compliqué à ce moment-là. Ça va être vraiment, vraiment très compliqué. Alors que la Guinée, en quart de finale, c'est une équipe que tu as affrontée sur la dernière CAN. C'est une équipe qui était différente, bien sûr, hein, avec un entraîneur différent. Je ne suis pas sûr que c'était Kaba Diawara à l'époque, j'ai peut-être un doute là-dessus, mais en tout cas, des joueurs totalement différents. Mais c'est sûr et certain que c'est plus accessible qu'une équipe de France. Ça, on va pas se mentir, les frères, avec tout l'optimisme que je peux avoir et avec tout le chauvinisme que je pourrais avoir aussi. Mais rivaliser contre une équipe de France, encore une fois, qui est l'un des favoris de cette compétition, une équipe de France qui est emmenée par un Thierry Henry aussi, qui a d'expérience du football de haut niveau. Une équipe de France avec beaucoup de qualité, quasiment tous les postes, qui en plus de ça joue à domicile. Même si, je pense que dans un match France-Maroc, je vous dis la vérité, je suis pas sûr qu'on sentira totalement la France à domicile. Peut-être je me trompe, hein, mais je sais que moi-même, s'il y a la France qui affronte le Maroc en quart de finale, je serai au stade. Je serai sûrement au stade, donc je pense que si tous les Marocains pensent comme moi, on risque vraiment de voir un stade pas rouge et bleu, mais rouge et vert pour le coup. Même si bien sûr, on peut dire ce qu'on veut, mais les Français seront dans tous les cas à domicile, même si les supporters marocains seront aussi en grand nombre, même si les supporters marocains risquent de faire aussi beaucoup plus de bruit, ça n'empêche pas que il y a ce facteur en plus d'être à la maison qui pourrait être un facteur de motivation en plus que cette qualité, que cette expérience qu'ont les Français actuellement par rapport au Maroc. C'est pour ça que malheureusement, les Français ont plus de chances d'arriver en demi-finale et de retrouver justement cette demi-finale comme à l'Euro avec cette demi-finale France-Espagne. Et pour cette demi-finale, alors là, je vais vous dire la vérité déjà, il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que l'équipe qui passera entre la France et l'Espagne, c'est l'équipe qui gagnera l'Euro pour moi. On va revenir là-dessus. Mais avant ça, il faut parler de ce Guinée-Japon. Alors ça peut sembler bizarre pour certains, la Guinée en demi-finale, ça risque d'être un petit peu optimiste de ma part. Même si, attention, ce match Argentine-Guinée, pour moi, risque d'être très serré. L'Argentine est sûrement favori, mais si je dois mettre une pièce sur la Guinée dans ce match-là, j'hésiterai pas à le faire. Et il faut savoir que voir des équipes africaines en demi-finale, voire en finale, justement, des Jeux Olympiques, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. On a vu le Cameroun, on a vu le Nigeria, et pour moi, la Guinée peut tout à fait le faire. Je vous dis la vérité, si la Guinée arrive à battre cette équipe d'Argentine en quart de finale, je pense qu'ils peuvent aller jusqu'en finale, honnêtement. Par contre, pour cette finale, je vous dis, peu importe, que ce soit contre la France ou contre l'Espagne, ça risque d'être
plus compliqué pour les Guinéens. Mais la question, c'est justement qui va gagner entre la France et l'Espagne. Alors là, les gars, je pense que les Français risquent d'être encore déçus. S'il y a un France-Espagne dans cet euro, je pense qu'on risque de voir le même scénario que sur l'euro. Les Espagnols sont pour moi clairement favoris. Pour moi, je vous dis, c'est l'équipe la plus armée pour gagner ces Jeux Olympiques. Et pour le coup, c'est deux équipes qui ont de très belles qualités, c'est deux équipes qui sont très belles à voir, parce que je ne l'ai pas précisé, mais cette équipe de France, de Thierry Henry, est beaucoup plus belle à voir que la France de Deschamps. Je ne dis pas qu'elle est plus performante, je ne dis pas qu'elle est meilleure, mais en tout cas, elle est beaucoup plus belle à voir. Et pour le coup, je vous dis, avec la qualité qu'il peut y avoir dans ces deux équipes, il y a une chose qui peut faire la différence. C'est tout simplement la confiance qui est donnée aux jeunes dans la culture espagnole, dans le football espagnol depuis des années. Contrairement en France où justement, voilà, quand t'es un petit peu trop jeune, c'est souvent un petit peu compliqué, tu vas un peu plus patienter, tu vas faire tes preuves, etc. Et là, les Espagnols, pour moi, je pense qu'ils vont montrer que, pour le coup, quand t'as des joueurs comme Cubarsí, comme Fermín Lopez, comme tel et tel joueur, qui peuvent être très jeunes, qui ont beau être très jeunes, et juste parce qu'ils ont cette qualité-là, comme Alex Baena aussi, que j'ai pas cité, mais juste parce que tu as ces qualités, tu pourras très vite t'imposer sans problème dans une équipe espagnole ou même dans l'équipe nationale espagnole, que ce soit l'équipe olympique ou l'équipe A. Et ça se paye cash dans ce genre de compétition. Quand tu as affaire à des jeunes du même âge, et que d'un côté tu as des jeunes qui ont l'habitude de jouer, des matchs de haut niveau, des matchs de Ligue des Champions, des matchs de championnat, et que de l'autre côté tu as des jeunes qui sont très bons, qui ont de la qualité, qui ont du talent, mais qui jouent un peu moins, c'est là où pour moi, voilà, ça peut faire la différence. Et c'est pour ça aussi, c'est un argument en plus en faveur des Espagnols. Et c'est ce qui fait que pour moi, je vois les Espagnols, non seulement bien sûr se qualifier en finale, mais bien sûr aussi, malheureusement pour les Guinéens, s'ils arrivent à faire cet exploit d'arriver en finale, je pense que ça va s'arrêter en finale. Ce qui serait un exploit exceptionnel et ce serait très beau pour les Guinéens. Donc voilà les frères, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec mes pronostics. Et de toute façon, ça sera fixé très bientôt. Et je vous dis, on va suivre avec beaucoup d'attention ces matchs justement des JO. Bien sûr, malheureusement, le match France-États-Unis, ou en tout cas, de manière générale, la première journée des JO, vu que je serai au stade et que je ferai le déplacement pour voir ce Maroc-Argentine, malheureusement, sur les autres matchs, je pourrais sûrement pas faire de débrief là-dessus, de vidéos là-dessus, ça sera très compliqué. Mais en tout cas, pour les autres matchs, comme pour ce France-Guinée, comme je vous dis, que je vais rater sous aucun prétexte, ce France-Guinée qui est l'un des matchs de cette phase de poule qui me hype le plus, je vous dis, ça c'est un match que je suivrai d'office, que ce soit en live ou même en vidéo juste après sur YouTube. Donc on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos les frérots, pour suivre ces Jeux Olympiques, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.